Oui, vous m'entendez? À peu près, oui. À peu près, ok. Si j'ai bien compris, donc restaurer les tourbières, ça coûte très cher et c'est là où il y a un effet additionnel de stockage. C'est bien ça? Voilà, c'est tout le problème. Vous avez tout à fait noté le problème principal, c'est qu'il faut un effet additionnel pour être financé. C'est-à-dire que paradoxalement, un stockage de carbone dans une tourbière en bon état, ça intéresse personne puisqu'il n'y a rien à faire. Et donc, il faut absolument que le stockage, que l'intervention permette de gagner quelque chose. D'accord. Et c'est un peu bête parce que du coup, ça revient à dire qu'il faut protéger surtout des tourbières qui vont très mal. Alors qu'il faut protéger tout le monde. Par contre, ça a une logique quand même, cet effet additionnel, c'est-à-dire que quand on va sur une tourbière très dégradée, cette tourbière très dégradée va permettre d'économiser 30 tonnes à l'hectare. Si on va en zone tropicale, on peut monter à 70 tonnes par hectare et par an. Donc c'est colossal. Et du coup, du point de vue de la compensation carbone, c'est pas illogique de pousser à la restauration de tourbières qui vont mal. Mais il ne faudrait pas qu'on en déduise qu'il faut oublier les tourbières qui vont bien, bien entendu, parce que si on les laisse se dégrader, elles vont émettre à leur tour du effectivement, en fait, j'ai l'impression que le coût d'opportunité est très élevé pour restaurer des tourbières dégradées. Est-ce qu'il ne serait pas efficacement économique de garder, d'essayer de maintenir les tourbières déjà en bon état et de trouver peut-être un autre moyen, pas pour restaurer des tourbières, mais de mettre quelque chose qui coûterait moins cher à la mise en place, à l'entretien, etc., mais qui pourrait avoir une capacité de captage de carbone équivalente ou un peu moindre? Alors, c'est pas possible parce que on fait rentrer en compétition de la fixation de carbone par des végétaux par photosynthèse. Et même sur un champ de maïs, on va être à 2-3 tonnes par hectare et par an. Et on met ça en balance avec de l'activité microbienne de décomposition de la taupe qui existe déjà. Or, les micro-organismes vont 100 000, 10 000 fois plus vite que n'importe qui. Et donc, en fait, si on essaye de restocker du carbone dans des écosystèmes, ça marche, ça va prendre un temps infini, très très long. Alors qu'une bactérie à qui on donne à manger dans une tourbière qui vient d'être drainée, elle se met à travailler et elle va à une vitesse folle. Ce qui veut dire que il est beaucoup, beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux de protéger une tourbière et de la restaurer et de la remettre en eau. Et ce n'est pas des coûts gigantesques. Le coût de restauration sont des coûts qui sont en fait, par rapport à d'autres systèmes qui sont faibles. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant d'empêcher le carbone déjà fixé de partir que d'essayer d'en faire re-rentrer dans un système. Il n'y a aucune mesure, ni économique, ni d'efficacité carbone entre les deux systèmes. Marion Langon, Office français de la biodiversité à la direction régionale. Simplement une réflexion, parce que, bon, là évidemment c'était le sujet de restaurer, mais quand même, ma réflexion c'est de réinsister sur le préserver quand même, parce que ce qu'on constate c'est une poursuite quand même de la disparition des zones humides en général. Et je pense qu'il y a aussi quand même, ça ne remet pas du tout en cause les éléments présentés aujourd'hui sur la restauration. C'est pour moi l'occasion plutôt de réinsister sur la préservation et de l'évitement aussi, éviter la destruction. Parce qu'il ne faut pas non plus ouvrir la brèche de la compensation un peu trop facile. Sans avoir réfléchi à la façon d'éviter la destruction. C'était juste, j'ai saisi l'occasion pour mettre ce sujet-là. Alors, vous avez tout à fait raison, surtout que avec le réchauffement climatique, des tourbières qui vont bien, en fait, vont se dégrader toutes seules, même si on fait rien. Et donc, peut-être que la question va se poser au bout d'un moment de travailler sur des tourbières qui vont bien pour les maintenir en eau, y compris faire des aménagements pour empêcher l'eau de partir trop rapidement, parce que je pense par exemple aux tourbières du Pilat ou des tourbières qui sont en limite sud de la France, elles sont condamnées à être réchauffées à une telle vitesse qu'elles vont probablement partir, y compris pour les tourbières d'Auvergne et les tourbières du Jura, où on peut imaginer qu'avec le réchauffement, je pense que vous avez le même problème que nous
en Auvergne que sur les montagnes du Jura, où on est quasiment déjà à plus 2 degrés et bientôt pas loin de 3 à 1000 mètres. Et ça pose d'énormes problèmes, ce qui fait que ces tourbières-là, elles vont s'abîmer même si elles sont en parfait état. Et donc, il y a probablement une action aussi à mener pour les aider à ne pas s'abîmer encore plus vite. Je me permets deux éléments complémentaires, ou deux réflexions par rapport à ça. C'est, d'une part, je pense en tout cas pour le territoire moi, que je connais, qui est celui de l'Auvergne, les tourbières les plus importantes aujourd'hui, on n'a quasiment plus de dégradation. C'est-à-dire qu'elles ont été identifiées, elles sont aujourd'hui préservées. On a un arsenal tant juridique que de gestion qui fait que, je vois des gens qui hochent la tête, donc il y a des avis différents, mais de mon point de vue, ce n'est pas forcément elles qui souffrent le plus aujourd'hui, indépendamment du changement climatique. C'est plus pour moi le réseau des petites zones humides, effectivement, et de tous ces milieux connexes en tête de bassin qui, eux, continuent, malgré une réglementation là aussi qui existe, à souffrir. En tout cas, moi, c'est ce que je crois voir sur mon territoire. Le deuxième élément, c'est que quand on analyse, que ce soit tout à l'heure sur la présentation sur le rôle des tourbières par rapport au soutien d'étiage ou là par rapport au carbone, à chaque fois, et pour des raisons évidentes de compréhension des dispositifs qui sont en cours, on analyse sur un seul service écosystémique. Et l'intérêt aussi, il faut le rappeler, ça a été dit dans l'intervention tout à l'heure de RN, des solutions fondées sur la nature, c'est qu'elles sont avec des bénéfices multiples. Et que donc, préserver la tourbière, c'est certes préserver un stock de carbone existant, mais c'est aussi préserver des paysages emblématiques qui sont en Auvergne support de tourisme, c'est aussi préserver de la biodiversité, c'est aussi préserver probablement une partie de la ressource en eau, même si on voit qu'il y a encore des questions qui se posent sur le rôle exact des tourbières autour de la ressource en eau. Et c'est bien cette vision globale qui est à prendre en compte dans les solutions fondées sur la nature. Oui, parfaitement, et c'est vrai pour les tourbières préservées, mais c'est vrai aussi pour les tourbières très dégradées. Si vous prenez la grande tourbière de Savoie qui a été restaurée, là, qui est en cours, qui avait 60 hectares de maïs, pour le carbone, c'est formidable, parce que là, on va sûrement gagner 20 à 30 tonnes par hectare et par an, et c'est excellent pour l'eau, c'est excellent pour la biodiversité. Donc, j'ai envie de dire, il faut préserver toutes les zones humides, ça c'est une certitude. Et pour les questions de réchauffement, puisqu'il y a quand même un effet boule de neige, et il faut, je pense, quand même aller insister très très vite sur les grandes tourbières, notamment les grandes tourbières de plaine de Picardie, de Normandie, pour essayer de freiner les émissions de carbone dans les écosystèmes. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit, mais qui est très important, notamment pour les plans énergie-climat, et puis vous avez sûrement un plan régional de fixation de compensation carbone ou de non-émission carbone. Ce qui est très intéressant pour le carbone des écosystèmes, et notamment des tourbières, c'est que tout le monde veut arriver à la neutralité, mais vous savez qu'on ne peut pas arriver à la neutralité carbone parce qu'il y a des émissions qu'on est obligé de faire. Et la seule façon d'éviter d'arriver à la neutralité, c'est d'aller stocker du carbone. Et donc, ces questions de carbone dans les écosystèmes, même si en quantité, c'est pas gigantesque, ça intéresse beaucoup les décideurs parce que c'est ça qui permet d'aller vers une neutralité carbone. Pas d'autres questions ? A priori non, on va vous remercier. Merci beaucoup et bonne continuation pour ces journées. Merci. Au revoir.